Merci beaucoup, tout le monde. Alors, on m'a demandé de dire à ceux qui gazouillent qu'on a un dièse, vous le voyez, Nat Drug Plan for All, en français, santé pour tous. Alors, utilisez-les pour vos communications sur Twitter. Vous pouvez l'envoyer à @Health Coalition et on va les regazouiller. J'espère que vous avez une bonne pause. Vous avez pu prendre un petit café, des fruits. Merci de revenir. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimé après la première présentation. Alors maintenant, on va parler de ce que nous ne voulons pas. Steve a déjà abordé cette question-là quand il a parlé des systèmes qui existent déjà au Canada. Et on a 3 panélistes qui vont vous parler de ces systèmes qui existent déjà. C'est des approches privées comme les plans offerts par les employeurs, le modèle de la Colombie-Britannique et du Québec où il y a des plans ou des régimes. Le régime québécois est très cher et n'offre pas la couverture nécessaire. Le modèle de la Colombie-Britannique ne donne pas accès aux médicaments et pour développer un bon système, il faut évaluer et analyser les systèmes existants au pays et reconnaître quelles sont les lacunes. Maintenant, c'est un grand honneur pour moi d'inviter Charles Fleury pour vous présenter les panélistes du prochain panel. Je vais vous lire sa biographie en ce moment. Il est le secrétaire trésorier du syndicat de la fonction publique du Canada. Il est devenu membre de ce syndicat il y a 35 ans quand il travaillait à Hydro-Québec. Il a été un grand leader au niveau local, provincial et national. Il a travaillé pour l'équité de tous les travailleurs, pour améliorer les conditions des travailleurs, pour protéger les communautés et améliorer notre environnement et notre planète. Face aux coupures des gouvernements et dans la fonction publique, il s'assure que les membres de son syndicat ont les moyens et les outils pour pouvoir lutter contre ces coupures et pour lutter pour la justice sociale ici et ailleurs dans le monde. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup et bon après-midi à vous tous. J'espère que tout le monde a ses écouteurs parce que je vais parler en français. En fait, je vais parler dans les 2 langues officielles. Alors, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Comme le plus grand syndicat au Canada, l'AFPC est heureux d'être un des sponsors de cet événement et nous appuyons toutes les actions pour encourager cette lutte. 148 000 dans le secteur de la santé. Nous luttons tous les jours contre la privatisation et pour la qualité des services à la population. Nous défendons nos membres et les services publics, que ce soit dans les hôpitaux, les centres de soins de longue durée ou ailleurs. Nous sommes également de grands défenseurs d'un régime public d'assurance médicaments et nous sommes heureux d'appuyer la tenue de cette conférence. Cela dit, je suis heureux de vous présenter nos 3 panélistes pour cette partie de la journée. Julie White spent many years as an independent researcher, writing for books as well as many articles and reports. She's then worked for 14 years in the research department of the Communications, Energy and Paperworkers Union, which is now part of Unifor. As part of her work, she's represented the union on the board of the Canadian Health Coalition. She's always had a high interest in a national public drug plan and headed a campaign on this issue within the union. She also researched work-based drug plans. Since her retirement, she has been a member of the Congress of Union Retirees of Canada and now represents that organization on the board of the Canadian Health Coalition. She is also the author of the Health Coalition's policy document called
a national public drug plan for all. Welcome. Elisabeth Gibault est depuis 2008 analyste à l'Union des consommateurs, travaillant sur des dossiers comme la santé et les politiques sociales et fiscales. Parmi ses dossiers principaux, on retrouve la campagne vers un régime entièrement public d'assurance médicaments qu'elle a initié et qu'elle coordonne depuis 2009. Ses responsabilités l'amènent aussi à participer aux consultations prébudgétaires des gouvernements fédéral et provincial et à analyser les mesures fiscales et les programmes sociaux au Québec. Active au sein de la coalition Solidarité Santé, elle travaille notamment sur la campagne « Le remède aux coupures, ça existe et on l'a », qui vise à recueillir des appuis pour une réforme du régime québécois d'assurance médicaments. Bienvenue. Jamie Daw Jamie Daw, j'espère que je le prononce bien, est candidate au doctorat en politique de la santé et chercheur boursière des IRCS et titulaire d'une bourse Frank Knox Memorial pour des études de deuxième cycle à Harvard. Ces études mettent l'accent sur l'impact des politiques sur le type d'obstacles que doivent surmonter les populations pour avoir accès aux services de santé nécessaires et elles se concentrent particulièrement sur la structure des régimes publics d'assurance maladie. Elle est aussi experte dans le domaine du développement et les structures des politiques de santé publique au Canada. Elle a publié des articles et des rapports et des études pour les gouvernements et pour des organisations de recherche au Canada. Elle a son certificat de l'Université McMaster en sciences des populations et de santé publique de l'Université de la Colombie-Britannique. Très intéressante et je cède maintenant la parole à Julie, Elisabeth et Jimmy. What a pleasure to be here. Good afternoon. So, the House of Commons Standing Committee on Health. Alors, la commission parlementaire de la Chambre des communes se penche sur qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport aux médicaments. Alors, c'est un moment clé pour essayer de travailler pour un plan d'assurance médicaments qui pourrait couvrir tout le monde au pays. Qu'est-ce qui sera décidé? On ne le sait pas encore. Surtout, les grandes entreprises pharmaceutiques font beaucoup de plaidoyer pour maintenir les régimes privés offerts par l'employeur. Alors, j'aimerais expliquer pourquoi nous ne devons pas maintenir ce système-là de plans privés offerts par l'employeur. La majorité de la population est couverte par ces plans-là, par ces régimes-là. Les données oscillent entre 29 et 66 %. C'est jusqu'à 23 millions de Canadiens qui sont couverts par ces régimes privés de l'employeur. J'aimerais parler de 4 problèmes. Qui paye pour ces régimes privés offerts par l'employeur? Deuxièmement, le fait qu'ils sont injustes. 3, qui sont très, très chers. Et 4, qui ne sont pas sécures. Ne fera pas de sécurité. Alors, qui paye vraiment pour ces régimes privés? Souvent, on dit qu'ils sont payés ou offerts par l'employeur. Mais est-ce vraiment le cas? Il y a certains employeurs qui payent directement pour ces bénéfices. Par exemple, beaucoup d'infirmières payent 25 % des coûts pour leur régime. Ça vient directement en débit de leur salaire. Les retraités de la fonction publique fédérale participent à un processus en ce moment qui va augmenter leur contribution à leur plan de médicaments de 31 % à 50 % en 2018, l'an prochain. Et ça, c'est
qu'un début, parce qu'après, il y a les co-payeurs. Au comptoir, à la pharmacie, une étude en Ontario a trouvé que 38% des régimes privés payent 100% des coûts, ce qui veut dire qu'une grande majorité de ces régimes-là ont besoin d'un copaiement du citoyen ou du travailleur, c'est-à-dire que les gens payent de 20 à 30 ou même à 40% du coût quand ils vont à la pharmacie. Alors, le fait que vous êtes couvert par un plan privé de votre employeur ne veut pas dire que tous les médicaments seront abordables pour vous. Ces régimes sont négociés par les syndicats et ça veut dire qu'il y a des compromis. Peut-être vous recevez moins d'augmentation de salaire parce que vous recevez une meilleure couverture ou vous n'avez pas un régime pour les soins de dentiste que vous voudriez avoir. Il y a beaucoup de pression sur les travailleurs d'augmenter les contributions et de diminuer les bénéfices. C'est une situation qui s'empire d'année en année. Deuxième point, ces régimes-là sont injustes et ne sont pas fiables. Ce sont des soins basés sur où vous travaillez, qu'est-ce que vous avez négocié et qu'est-ce que vous pouvez payer. Ça n'a rien à voir avec vos besoins médicaux ou médicaux. Nous savons que les régimes couvrent plus les hommes que les femmes, plus les travailleurs syndiqués que les travailleurs non syndiqués, plus les travailleurs à temps plein que les travailleurs à temps partiel, plus les secteurs du secteur privé, les travailleurs du secteur public que les travailleurs du secteur privé. Alors, ça n'a rien à voir avec les véritables besoins médicaux. Dans un environnement syndiqué, le régime peut changer. Il y a souvent des réformes apportées au régime et souvent ça ne va pas dans le bon sens. Quand il n'y a pas de syndicat, on peut apporter ces changements n'importe quand. Et un des effets négatifs, c'est l'introduction de plans ou de régimes flexibles style cafétéria dans les environnements syndiqués et non syndiqués. Les travailleurs individuels, donc, choisissent quel niveau de couverture ils veulent avoir et payent un montant basé sur cette couverture. Alors, vous pouvez décider, par exemple, que vous êtes en santé, votre famille est en santé. Alors, vous allez choisir un niveau plus bas de couverture et comme ça, vous aurez moins à payer à chaque mois. Moi, j'appelle ça des régimes où on devine et on espère. D'abord, on devine jusqu'à qu'est-ce qu'on aura besoin comme couverture et après on espère que ça sera suffisant. Mais moi, je ne pense pas que le système de santé devrait être comme un casino où on devine et on espère. Qu'est-ce qui se passe si vous perdez votre emploi, vous perdez votre régime? Quand j'ai travaillé pour le syndicat des communications, de l'énergie et du papier, plus de 30 000 employés ont perdu leurs emplois grâce aux avancées technologiques et la manque de demande pour les produits forestiers. Tous ces travailleurs et leurs familles ont perdu leurs bénéfices et leur régime d'assurance médicaments. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ces régimes-là sont très, très chers. Regardons pourquoi. D'abord, parce que les compagnies d'assurance administrent ces plans. Ils administrent plusieurs régimes. Ils doivent vérifier chaque médicament contre votre régime pour voir si c'est bel et bien couvert. Ils doivent calculer vos coûts. Ils doivent parler du coût du paiement de l'employeur et de l'employé. Il y a énormément de travail administratif et bien sûr la plupart des compagnies d'assurance sont des organisations bien sûr à but lucratif. Ils sont là pour faire des profits. 22% donc des coûts ne va pas à l'achat des médicaments, mais à ces autres coûts administratifs. Si on inclut les compagnies d'assurance à but non lucratif, c'est 16%. Alors c'est un peu moins, mais c'est pas extraordinaire. Dans les plans ou les régimes publics, les coûts administratifs sont beaucoup moindres, c'est moins que 2% en fait. C'est pour cela que les compagnies d'assurance sont contre un plan ou un régime national d'assurance médicaments.
Ces régimes payent des prix très élevés aux compagnies. Il y a des milliers de plans ou de régimes, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de levier pour pouvoir négocier de meilleurs prix. Ils payent tout simplement ce que demandent les compagnies, point final. Si nous regardons 33 pays du OCDE, le Canada paie plus que tous les autres pays, avec l'exception bien sûr des États-Unis. Les autres pays paient moins parce qu'ils ont des régimes d'assurance médicaments publics qui permettent à ces pays-là de négocier des prix pour toute la population. Alors, par exemple, il y a une pharmaceutique, un produit pharmaceutique pour l'hypertension fabriqué ici au Canada. Ici, on le vend à 130 $. En Nouvelle-Zélande, où ils ont un régime d'assurance médicaments et où on négocie les prix pour cette même pharmaceutique importée du Canada coûte 10 $ par an. Alors 130 au Canada et 10 $ en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi tout l'enjeu d'acheter des drogues moins chères, des médicaments moins chers qui existe depuis plusieurs années au lieu d'acheter le médicament le plus récent. Et on gaspille énormément d'argent en faisant cela. On a déjà parlé de ces régimes privés. Pourquoi est-ce qu'on gaspille cet argent-là? C'est parce qu'on décide d'acheter le médicament le plus récent au lieu d'acheter un médicament plus ancien qui est aussi efficace. Alors, entre 2011 et 2015, 15 milliards de $ ont été gaspillés de cette façon. C'est presque 20% du montant total dépensé pendant cette période, c'est-à-dire 80 milliards de $. C'est pour cela que les compagnies pharmaceutiques sont opposées à un régime national d'assurance médicaments. L'existence de ces régimes privés offerts par l'employeur, en fait, est un obstacle à la négociation efficace avec les compagnies pharmaceutiques. Mon troisième point, pourquoi ces régimes-là ne sont pas sécures. En général, quand votre médecin vous donne une prescription, on se dit ça doit être sécuritaire, mais pas nécessairement. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart de l'information reçue par les médecins viennent directement des compagnies. Et Santé Canada reçoit la moitié de son financement des entreprises, des compagnies. Et ce système-là ne nous protège pas suffisamment. Les recherches pour le journal de l'Association médicale du Canada démontrent que Santé Canada est biaisé par rapport à l'approbation de nouveaux médicaments. Ensuite, il y a les représentants de marketing qui vont au bureau des médecins pour les convaincre d'acheter les médicaments de leur entreprise. On remarque que les représentants de marketing ne donnent pas toute l'information, cachent certaines informations et ne sont pas toujours honnêtes avec les médecins dans leurs discussions au cabinet. Est-ce que nous pouvons faire confiance aux compagnies pharmaceutiques? Voilà quelques exemples d'activités illégales et ce qu'on a dû payer, ce que ces compagnies-là ont dû payer quand ils ont été trouvés coupables dans les tribunaux. Pfizer, en 2009, a dû payer 2 milliards de $ pour la promotion illégale de médicaments et d'avoir payé des pots de vin aux hôpitaux. Novartis a payé 423 millions de $ pour convaincre de façon illégale l'achat de leurs médicaments. Johnson & Johnson a payé 1,1 milliard de $ pour ne pas dévoiler la menace à la vie des effets secondaires de certains médicaments pour les enfants. GlaxoSmithKline a payé 3 milliards de $ pour la promotion de médicaments pour des utilisations qui n'étaient pas approuvées et de ne pas dévoiler certaines données et d'avoir payé des pots de vin à certains médecins.
Alors, il y a des listes très longues de ces exemples-là. Alors, pour conclure, les compagnies pharmaceutiques sont souvent trouvées coupables dans les cours américaines, dans les tribunaux aux États-Unis, pour nier ou pour ne pas dévoiler des informations sur la sécurité, pour avoir fait la promotion de médicaments qui ne sont pas sécuritaires, qui ne sont pas approuvés, et de payer des pots de vin et d'autres incitatives financières aux hôpitaux et aux médecins. Et j'aimerais vous donner quelques autres exemples. D'abord, la manque de sécurité et le deuxième exemple est lié à la manque d'efficacité. Vioxx est un médicament pour la douleur approuvé par Santé Canada en 1999. Presque tout de suite, les médecins ont remarqué des problèmes, des crises cardiaques, des problèmes sanguinaires, mais on n'a pas retiré le médicament du marché jusqu'en 2004. On estime que 38 000 personnes sont mortes aux États-Unis et au Canada, les estimés vont de 2 000 à 6 000 personnes mortes à cause de ce médicament. C'est un fait qu'en 2005, après que le médicament est retiré du marché, Santé Canada a recommandé de réintroduire Vioxx sur le marché. Les cas judiciaires contre la compagnie ont été finalement ont trouvé finalement des résolutions l'année dernière après de très longues années de bataille judiciaire. Pour ceux qui sont morts au Canada, leurs familles vont recevoir un maximum de 38 000 $ par famille. Mais, et ça c'est très important, il y a une exception au Canada. En Colombie-Britannique, il y a une agence conseil à l'Université de la Colombie-Britannique qui a dit qu'on n'aurait pas dû approuver le médicament. Et les groupes de patients ont dit, ben, c'est pas juste, on veut Vioxx, c'est le nouveau médicament, c'est le meilleur contre la douleur, etc. On estime que 200 vies ont été sauvées grâce à cette politique de ne pas inclure ce drogue-là, ce médicament-là dans le régime public. On va entendre parler le médecin Perry demain, Tom Perry, qui travaille pour cette agence-là. Le deuxième exemple, c'est un médicament qui s'appelle Diclectin. Diclectin. Ça, c'est pas une question de manque de sécurité, mais plutôt une manque d'efficacité. Et surtout, une manque d'efficacité des agences qui sont là supposément pour nous protéger. On a entendu parler de cela récemment dans le contexte de femmes qui souffrent de certains effets secondaires, des femmes enceintes. Ce médicament existe depuis les années 70 et presque la moitié des femmes enceintes dans ce pays prennent ce médicament pour la nausée. Le docteur Nav Persaud de l'hôpital St. Michael's à Toronto vient de dévoiler de l'information qui questionne la recherche faite par la compagnie de médicaments qui a amené à l'approbation de ce médicament et qui prouve que ce médicament est complètement inefficace ou au moins pas plus efficace que prendre la vitamine B6 qui est inclus dans le Diclectin. Dans ce cas-là, pendant 40 ans, on a payé énormément pour ce médicament sans voir de véritables résultats. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'autres informations qui émergent en ce moment. C'est d'abord que Santé Canada n'a jamais dévoilé la recherche initiale faite par la compagnie pharmaceutique. Alors, on n'a jamais pu l'analyser de façon indépendante. C'est une pratique répandue à Santé Canada qui se justifie en disant que les compagnies doivent protéger leurs informations. Le docteur Persaud a obtenu l'étude grâce à une demande d'accès à l'information et aussi grâce à une agence américaine, l'EPA. Et apparemment, il y a une longue liste de problèmes liés à la recherche pour le développement de ce médicament-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Sick Kids, l'hôpital pour les enfants de Toronto, il y a une unité qui donne des conseils
aux mères et de jeunes enfants. Mother Risk, ça s'appelle Mother Risk. Et Mother Risk était en faveur de l'approbation de ce médicament-là. Et l'Association des obstétriciens et gynécologues du Canada était aussi en faveur. Alors, c'est intéressant de lire que ces deux organisations reçoivent de l'argent de Duchenne, l'entreprise qui fabrique ce médicament. Je suis allé voir le site web de Mother Risk où on parle de ce que devraient faire les mères pour éviter la nausée matinale et on n'a plus accès à ce site web. On l'a carrément fermé. Et alors, la seule voix qui s'est élevée pour parler de cette question très importante, c'est le docteur Persaud qui est là. Il va vous diriger la parole demain. En quelques paroles, en conclusion, maintenir les régimes privés offerts par l'employeur ne font pas partie de la solution. On a besoin d'un régime public d'assurance médicaments qui permettrait un accès équitable à tous les Canadiens à ces médicaments, qui permettrait une négociation de bons prix. On doit avoir une agence indépendante qui fait l'évaluation et l'efficacité l'évaluation de l'efficacité des médicaments sans l'ingérence des compagnies pharmaceutiques, et ça inclut bien sûr un programme d'éducation et de sensibilisation des médecins au pays. Merci. Alors, Julie a très bien respecté l'ordre du jour. Elle a même pris une minute moins qu'on avait offert. Je vais maintenant donner 10 minutes pour des questions et des commentaires, et ensuite on demandera à la prochaine panéliste de faire sa présentation. Alors, les micros sont ouverts pour ceux qui veulent faire des questions. Maybe they want to think until the end. There we go. Oh, this one. Uh-oh. Yes. I didn't mean to strike fear in your heart. Je ne voulais pas causer de la panique dans votre cœur. Je suis intrigué par des choses dont vous avez parlé. La renégociation, l'augmentation des frais pour les assurances privées à travers les contrats de travail. Avez-vous publié ces informations-là? Est-ce qu'il y a une façon pour disséminer cette information-là? Parce qu'il me semble que ça fait partie du message que les gens ignorent. L'employé ordinaire, dont moi-même et ma femme, tous les deux, nous avons des bénéfices extraordinaires pour notre travail. On ne prend pas conscience à quel point les frais augmentent. Est-ce qu'il y a des publications, il y a des moyens de publier un document qui pourrait être pris en charge par les nouvelles pour que les gens soient au courant de ce qui se passe? Et reconnaître que on abandonne d'autres questions de santé, peut-être santé mentale, peut-être que c'est une question de compensation de salaire ou quoi que ce soit, pour des systèmes qui ne semblent pas fonctionner assez bien. Oui, je pense que c'est difficile souvent de voir comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne dans les négociations, surtout dans les environnements non syndiqués, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'employeur propose. Nous savons par contre que le frais de ces plans augmente et que les employeurs parlent d'être très ébahis par ces plans qui cherchent à couvrir tout, peu importe ce que c'est. Ils sont abasourdis par ces médicaments très coûteux et qui couvrent, ce sont des drogues orphelins qui couvrent des maladies très exceptionnelles, et les employeurs sont très préoccupés par ce que ça peut vouloir dire pour les plans et quel va être le coût finalement. Et je n'ai pas, moi, je parle à partir des exemples que je connais, plutôt que d'une expérience personnelle, mais je sais que les employés disent qu'ils sont préoccupés. Ils cherchent à couper soit sur les bénéfices des assurances médicaments ou sur les frais. Alors, c'est pas intéressant comme réponse. Quelqu'un devrait étudier la chose. Dr. Napke.
le problème de manque d'effet. J'ai essayé d'introduire à la santé mondiale une définition d'une réaction négative. Et c'est ce qui suit. Un geste qui ne soit pas thérapeutique ou qui n'a pas de conséquences négatives pour les médecins. C'est ça l'action négative. Eh bien, ceci a été ridiculisé. Comment, dans les rencontres que j'étais, comment vous pouvez avoir une réaction négative? Alors, je veux parler d'interaction avec la nourriture ou d'autres produits chimiques dans votre corps par rapport aux médicaments. Ou le médicament lui-même, c'est simplement du sucre. Alors, ce que nous avons, ça n'a pas été enseigné à l'école. Le manque d'impact, c'est le premier signal pour interaction entre les produits chimiques dans le corps. C'est très important. Oui, j'ajouterais aussi qu'il y a une idée que nous, dans nos plans de travail avec tous les médicaments possibles, couverts, que nous sommes le plan Cadillac. Et ce que je cherche à vous dire, c'est pas vrai. Je veux montrer les trous dans ce concept. Vous avez peut-être des médicaments qui sont complètement inefficaces ou encore qui ont peut-être même un impact négatif sur votre santé. Et c'est également que ça coûte toujours une fortune que d'avoir ces produits qui ne valent pas la peine. Are you going to ask me a question in French? Okay, I'm going to ask you in English. Je vais vous la poser en anglais dans ce cas-là. Merci, Julie. Un commentaire concernant les plans de travail et les frais supplémentaires, surtout c'est une question de médicaments orphelins qui couvrent tout. Un des mots-clés depuis de dernières années que nous avons entendu avec les gestions des plans privés, c'est l'idée de coordination. Coordonner les plans privés avec le plan public. Alors, comment s'assurer que la plupart des provinces offrent une couverture de catastrophe? Donc, c'est important peut-être d'avoir dans le plan privé un cap sur les dépenses pour certains patients afin de s'assurer que, bon, si ce patient est un des mauvais risques, parce que la question de médicaments orphelins, on a des gens qui sont des mauvais risques, parce que c'est tellement coûteux à couvrir. Alors, s'il y a un plan de médicaments catastrophique dans une couverture publique, ça veut dire qu'on met les risques sur le plan public. Et j'étais un peu surpris quand j'ai discuté les gens qui gèrent ces plans publics, c'est pour la question de la coordination, c'était donc quelque chose d'important de faire. Non, les plans privés, maintenant, ils ne peuvent pas se payer ce qui se passe. Donc, il faut s'assurer que personne tombe dans le vide. Alors oui, il faut coordonner nos plans publics, le régime public, avec les besoins des régimes privés. Alors, le système est insoutenable et il semblerait que la priorité serait de reconceptualiser le plan public, le régime public, non pas pour répondre au public canadien, mais pour servir les besoins commerciaux des gens qui prennent des mauvais risques et pour le passer au régime public. Ils sont un des enjeux au niveau de la reformulation des régimes actuellement. Et il me semble que c'est un peu épeurant. Oui, j'étais un peu épeurant parce que, comme j'ai dit, notre prochaine conférencière va parler de cette question parce que c'est vraiment ce qu'ils ont fait au Québec avec le plan public, le régime public qui assume les gens qui sont les pires risques à bien des égards, alors que les plans au travail couvrent les gens qui sont au travail, qui sont donc moyennement en santé. Et il y avait une autre chose que je voudrais dire. Oui, alors la question les frais dans le secteur public. Vous allez peut-être dire qu'il y a des éléments dans les hôpitaux hospitaliers, par exemple, où les syndicats vont négocier une chambre semi-privée alors le plan public, le régime public couvre tout et on peut ajouter à ça. Mais je pense que dans le cas de médicaments, on ne veut pas cette situation parce que ce dont nous avons besoin, ce sont des médicaments effectifs, efficaces, sécures, pour couvrir tout le monde. On ne veut pas des plans privés qui s'ajoutent à je ne sais pas quoi d'autre parce que quelqu'un pense que c'est une bonne idée ou parce qu'une compagnie pharmaceutique les a convaincus de le faire. Ça devrait être tout. Il faut que ce soit tout le régime public. Deux dernières questions.
Lance Armstrong, coalition de Durham, et à la retraite. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Alors que vous parliez de négociation, on perd certaines choses pour la santé. Mais qu'est-ce qu'il faut peut-être faire, c'est que nous avons déjà montré que notre système de santé est moins coûteux qu'aux États-Unis. Donc, mais peut-être qu'il faudrait commencer à être en partenaire, dire à ces corporations, hey, il faut commencer à vous unir à nous pour l'assurance médicaments. Ça va être moins cher pour vous aussi. Et c'est ce qu'il faut faire. Nous devons, même si on ne veut pas travailler avec des corporations parfois, parce que les corporations peuvent être, vous savez quoi, je pense que c'est un sujet important ici parce que ça leur permet de gagner de l'argent ou d'économiser. Et donc, se battre pour l'assurance médicaments. Oui, j'étais à une rencontre il y a plusieurs années où on discutait ceci entre les provinces et le gouvernement fédéral concernant la possibilité d'un plan national, un régime national, et quelqu'un de l'Association des bancaires du Canada. Et elle se sentait très heureuse de dire « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai des gens qui m'appellent pour dire « J'ai besoin de telle maladie, tel médicament. Pourquoi ça ne fait pas partie de mon plan? Pourquoi est-ce que moi je décide qui va recevoir quel médicament? » Qui a conçu ce système où moi, comme employeur, je dois dire aux gens les médicaments, ou quel plan ils ont, quels médicaments ils peuvent pas avoir. Est-ce que c'est fou ou non? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que où sont les recherchistes? Où sont les gens de politique? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai des appels d'ouvriers choqués pour dire qu'il y a tel maladie, pour avoir tel médicament? Je pense qu'il y a une certaine collaboration, mais c'est souterrain d'une certaine façon. Et ça devient de plus en plus difficile pour les employeurs de financer ces plans. Donc, on croirait qu'il y aurait plus de mouvements vers une union des employeurs. On n'a peut-être pas fait assez de ce côté-là, mais je pense qu'en fin de compte, il y a, je ne sais pas quoi, il y a des corporations qui sont en faveur de quelque chose de public. Et ça semble toujours aller contre la tendance générale. Je ne sais pas s'il y a vraiment des possibilités, mais je pense que je suis d'accord avec vous. Plusieurs employeurs en ont jusque-là avec la négociation de ces plans, surtout avec les frais supplémentaires, et avoir à réduire les bénéfices et retourner aux membres syndiqués pour négocier des réductions dans les plans de médicaments. Dernière question. Keith Newman, Congrès des retraités du Canada. J'ai une question à Marc-André concernant, si j'ai bien compris, Marc-André, si je comprends bien, s'il y avait une compagnie avec 100 ouvriers et il semblerait que si ça coûtait très cher pour 2 personnes, la compagnie prendrait ces 2 personnes, le sortir de plan privé pour rentrer dans le régime public. Au niveau de l'évolution de la conceptualisation du plan de régime de médicaments. Quand on entend les consultants pour les plans privés, il y a un effort de coordonner le secteur public et le secteur privé. Et si la province offre des couvertures catastrophiques, si une fois que vous payez plus que 3 000 $ par année, le gouvernement commence à vous aider. Et donc, concrètement, le plan privé disait, bon, on va vous couvrir pour jusqu'à 3 000 $ par année, et après ça, bon, on va vous remettre dans le régime public. Et le régime public dit oui. Nous pensons que c'est un rôle à jouer afin de s'assurer que nous gardons les plans privés acceptables. Mais on est en train d'adopter, on paye plus, et on ne limite pas les frais de quelque façon que ce soit pour réduire les frais des médicaments. Vous l'organisez de telle façon seulement pour les besoins commerciaux des plans régime privé et non pas pour couvrir la population. Alors, j'ai un commentaire à faire pour la personne qui posait des questions sur les entreprises qui appuieraient un programme d'assurance médicaments. Quand j'ai fait de la recherche avec le syndicat, nous avons essayé d'avoir nos meilleurs employeurs, les gens avec qui on n'était pas en guerre tout le temps, nos employeurs d'appuyer l'assurance médicaments. Et
Et par l'assurance santé, c'était très difficile, même pas les médicaments. Et eux ont profité, nous avons profité, et eux aussi, les employeurs, en tant qu'employeurs, parce que ça leur coûtait un peu moins cher. Mais néanmoins, nous n'avions qu'un appui très moyen pour le plan régime public. Et c'était un peu bizarre, mais si on regarde à la question, à partir d'une question de classe, ils ne trahiront pas leur classe dans les pièces à l'arrière. Et comme Julie nous a dit, ils vont peut-être dire certaines choses dans des chambres en arrière, mais ils ne le diront pas en public. Le petit appareil. Alors, je vais vous faire la présentation en français. Ce qu'on va voir avec moi tout de suite, c'est pourquoi est-ce que le modèle québécois d'assurance médicaments ne doit pas être celui qui soit adopté au Canada si jamais le gouvernement bouge dans cette direction-là. Pour reprendre les codes de M. Morgan tout à l'heure, on pourrait dire que le régime québécois est rouge. Pourquoi rouge? Pourquoi à éviter? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais vous décrire le programme le régime que l'on a au Québec. Depuis 1997, on s'est doté d'un régime d'assurance médicaments qui est obligatoire, c'est-à-dire que tous les Québécois sont obligés d'y adhérer, que ce soit à la portion publique ou à la portion privée du régime. Donc, 100% des Québécois doivent être assurés. Et ça se remarque, le gouvernement contrôle ça par le biais des rapports d'impôts à chaque année. Quand on remplit sa déclaration d'impôt, on doit cocher si on a été couvert par un régime d'employeur ou par le régime public. C'est de cette façon-là que le gouvernement s'assure que tous les Québécois sont couverts d'une façon ou d'une autre. Donc, en 2015-2016, il y avait 44% de la population qui était couverte par le régime public et la majorité, donc 56%, qui était couverte par des régimes privés d'assurance collective qui étaient offerts par l'employeur et gérés par des compagnies privées d'assurance. Si on regarde ça plutôt en nombre de personnes, on voit que 4,6 millions de Québécois étaient assurés par les régimes publics, privés plutôt, et 3,6 millions au régime public. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ces 3,6 millions de personnes qui étaient couvertes par le régime public, 14% étaient à l'aide sociale, 44% étaient des personnes âgées et ce qu'on appelle dans le jargon des adhérents. Donc, des personnes qui sont habituellement des travailleurs qui ne sont pas couverts par leurs employeurs, qui doivent alors aller avec le régime public. Dans ces 3,6 millions, il y a 23% qui ne payent pas de primes, pas de franchise et pas de coassurance, c'est-à-dire qui sont couverts par le régime gratuitement, sans aucun frais. Le coût total de notre régime d'assurance médicaments, c'est 4 milliards de dollars. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que de ce montant, il y a seulement 18,6% qui est assumé par les contributions des assurés, c'est-à-dire les franchises et les coassurances. C'est donc dire que 81%, donc la vaste majorité du régime, provient des fonds publics. Et ce que ça veut aussi dire, c'est que, on a vu tout à l'heure que la majorité des Québécois sont assurés avec des régimes privés, mais doivent aussi, dans leurs impôts, payer pour une bonne partie du régime public. Ils se retrouvent à payer de deux façons pour leur régime d'assurance médicaments. Donc, c'est intéressant à voir. On m'a demandé de décrire plus en détail comment le régime fonctionne. Donc, si on regarde la portion publique, on va voir que quelqu'un qui est assuré avec le gouvernement va arriver à la pharmacie et va payer une franchise mensuelle, donc chaque mois, de 18,85 $ et une coassurance de 34,5 %. Une des particularités du régime, c'est que dépasser un montant de 87,16 $ par mois, c'est la gratuité pour toutes les autres dépenses en médicaments du mois. Ça signifie donc qu'une personne va payer un maximum de 1 046 $ par année pour ses médicaments. Petit bémol, ça c'est en théorie.
parce qu'il y a un article dans la loi sur l'assurance médicaments qui permet d'exclure certains médicaments de ce maximum-là pour diverses raisons. Et ce qu'on a remarqué, c'est que d'année en année, il y a des groupes qui nous alertent là-dessus, entre autres les groupes qui défendent les droits des personnes séropositives et CDN, qui remarquent que beaucoup des médicaments qu'ils doivent prendre sont exclus de ce maximum-là et qu'ils doivent les payer en plus, ce qui vient augmenter leur facture en médicaments. Donc, on voit que le gouvernement trouve des façons de contourner sa propre réglementation. Pour ce qui concerne la prime annuelle dans le régime public, dans le rapport d'impôt, il y a une prime annuelle qui est calculée, qui va de 0 à 660 $. Ça, c'est la prime qui était applicable en 2016. Et on remarque que la prime maximale est payée dès que notre revenu atteint 23 000 $ pour une personne seule ou 39 679 $ pour un couple. C'est donc dire que la prime maximale de 660 $ par année est assez vite atteinte. Il ne faut pas un énorme revenu pour payer la prime maximale. Et je répète, on l'a vu tout à l'heure, que le régime est gratuit. Il n'y a pas de prime à payer pour les personnes âgées qui ont 94 % ou plus du supplément de revenu garanti, les personnes à l'aide sociale, les enfants et les étudiants à temps plein. Si on regarde pour les régimes privés, donc la majorité de la population, ce qu'on voit, c'est que la prime, la assurance et la franchise varient beaucoup d'une assurance à l'autre. Et ça varie aussi d'un groupe d'employés à un autre, parfois même au sein d'une même compagnie d'assurance. Donc, c'est vraiment négocié employeur par employeur. Et la prime n'est pas fixée en fonction du revenu, mais plutôt en fonction de l'historique de santé des employés d'un même bureau. Et donc de l'historique de dépenses plutôt au sein d'un même bureau, donc de l'état de santé. C'est donc dire que si dans un groupe d'employés, 1 ou 2 employés sont très malades et dépensent beaucoup en termes de médicaments, ça fait influencer la prime de tous les autres employés au bout d'un an. Donc, quand le régime est renégocié, on voit une différence. Les compagnies d'assurance vont faire valoir le fait qu'ils ont instauré certains mécanismes de mutualisation, donc les cas très, très coûteux. Et là, il faut voir les barèmes qui se sont fixés. C'est vraiment les cas les pires qui sont mutualisés. Donc, ils vont mettre en commun au sein d'une banque commune de cas. Mais habituellement, pour la majorité des cas de santé, c'est vraiment au sein d'un même groupe d'employés. On va voir un effet dès que quelqu'un est malade dans un bureau. Et on a même eu des cas qui nous ont été rapportés de personnes qui ont été mises à pied, donc licenciées, parce que l'employeur plutôt a remarqué qu'au bout d'un an, oh, c'est bizarre, le régime d'assurance a beaucoup augmenté. Donc, ils ont été capables d'identifier assez précisément de qui était responsable de ça et de mettre cette personne-là à pied, même si c'est illégal, évidemment, mais c'est des pratiques qu'on voit de temps en temps et qui nous sont rapportées. Voilà. Alors, une fois la description du régime faite, moi, je travaille dans un groupe communautaire national dont les membres sont répartis partout au Québec et qui nous rapportent le vécu des gens qu'eux rencontrent sur le terrain, qui viennent les voir pour établir un budget, négocier des meilleures ententes avec Hydro-Québec ou arriver à mieux joindre les deux bouts, voir s'ils reçoivent toutes les prestations sociales auxquelles ils ont droit. Et c'est dans le cadre de ces rencontres-là que le problème d'accès aux médicaments est ressorti de façon majeure. Et les cas qui nous ont été rapportés au bureau, c'est tous des cas qui viennent de membres chez nous qui se sont fait raconter de telles histoires. Alors pourquoi est-ce qu'en creusant la problématique, on en est venu à vouloir un régime 100% public au Québec? C'est parce qu'on a vu des gens qui devaient couper dans les dépenses courantes pour acheter leurs médicaments, arrêter de prendre leurs médicaments. Ou alors, on a même eu des témoignages de gens qui coupaient les pilules en deux pour faire en sorte que ça dure plus longtemps. On a eu des témoignages aussi de personnes qui s'endettaient auprès de proches ou auprès d'un pharmacien pour pouvoir acheter leurs médicaments, ou alors qui devaient faire une rencontre avec des collègues, là je parle de plus petits bureaux comme les groupes communautaires comme les nôtres, faire des rencontres pour décider d'abandonner les assurances collectives parce que ça coûte trop cher en raison des médicaments. Ce qui signifie que pour ces personnes-là, ils n'ont plus accès aux assurances salaires et à tous les autres bénéfices d'une assurance collective parce qu'ils doivent abandonner la portion médicaments. Ou se faire virer parce qu'il coûte cher, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour nous, il y a vraiment deux
problème majeur au régime actuel qu'on a au Québec, donc notre régime mixte public-privé, c'est problème d'équité et problème majeur de contrôle du coût des médicaments. Et ça, on va en parler un petit peu plus. Problème d'équité, je pense que Julie en a beaucoup parlé dans sa présentation. Au Québec, concrètement, ce qu'on voit, c'est que on a une couverture de médicaments très différente d'un régime à l'autre. Alors, ceux qui sont assurés au privé doivent payer une taxe de 9 % sur leur prime, ce que ne payent pas ceux qui sont assurés au public. Les enfants ne bénéficient pas de la gratuité des médicaments, alors que ceux qui sont assurés au public, les enfants sont couverts gratuitement. Dans les régimes privés, l'employé va payer le même montant de prime que son patron, parce que ce n'est pas fixé en fonction du revenu, mais en fonction de l'état de santé d'un même bureau ou de l'historique de dépenses. Les pharmaciens, ça c'est un des gros problèmes de notre régime d'assurance médicaments. Les pharmaciens peuvent charger entre 8 ou 9 $ et 30 $ d'honoraires par prescription. Et ça, c'est un gros problème. Ce qui veut dire que 2 personnes qui rentrent dans la même pharmacie au Québec avec la même prescription, selon qu'un est assuré au public et l'autre au privé, vont ressortir avec 2 factures différentes. Et parfois avec des différences allant jusqu'à 80 % de prix. Donc, c'est une différence majeure. Et ça a été documenté par plusieurs chercheurs et plusieurs journalistes aussi qui ont fait des visites dans les pharmacies avec des prescriptions pour documenter ça. Et c'est principalement en raison du fait que les honoraires des pharmaciens sont réglementés dans le régime public. Ils sont autour de 9 $ selon l'acte qui est prodigué, mais non réglementé, non plafonné au privé. Et c'est là que les pharmaciens vont se régaler et imposer des honoraires qui sont parfois exorbitants. Et ils l'avouent, ce n'est pas quelque chose de caché, ils vont l'avouer, c'est quelque chose de connu et dont leurs représentants professionnels parlent en disant qu'ils n'ont pas le choix d'avoir cette pratique-là parce que les honoraires offerts au privé ne sont pas assez élevés et ne leur donnent pas des assez bonnes conditions pour rejoindre les deux bouts. Ce qu'on remarque aussi que Julie a abordé, c'est l'interruption de couverture. Dès que quelqu'un change d'emploi avec les régimes privés, perd sa couverture et doit attendre d'avoir un nouvel emploi et d'avoir passé l'approbation de 3 mois ou d'1 an avant d'avoir accès au nouveau régime d'assurance collective. Et on remarque aussi que les assurés dans les régimes privés recourent moins aux médicaments génériques. Déjà que le Canada et le Québec affichent un très faible taux d'utilisation des médicaments génériques. En plus, dans les régimes privés, l'utilisation est encore moins courante, ce qui fait augmenter les factures. Et les gens commencent à le remarquer, mais pendant longtemps, ils ne le remarquaient pas trop parce qu'ils se disent qu'ils payent seulement 20 % de leur facture ou dépendant du copaiement à faire. Mais 20 % d'une facture qui est gonflée, c'est quand même un 20 % qui est plus gros que nécessaire. Ce qui fait en sorte qu'on pourrait penser que le régime du Québec vu que tout le monde est couvert, plus personne ne tombe entre les cracks ou n'est pas couvert, mais un sondage de 2012 montrait, donc un sondage que le commissaire à la santé a commandé pour inclure dans son rapport sur les médicaments de mars 2015, 12 % de la population aurait omis de prendre un médicament parce qu'elle ne pouvait se le payer. Donc ça, c'est au Québec. Donc ça correspond tout à fait aux statistiques que M. Morgan a montré tout à l'heure par rapport à la moyenne canadienne. Donc, on est loin d'être mieux au Québec parce qu'on a un régime obligatoire. Au contraire, on est tout à fait dans les mêmes genres de statistiques. Même si tout le monde est assuré en théorie, les conditions font en sorte qu'encore aujourd'hui, les gens ont de la difficulté à se procurer leurs médicaments. Et quand on regarde d'autres sortes de statistiques, ça c'est Marc-André qui est ici, qui nous avait fait cette démonstration-là à une conférence qu'on avait organisée sur la question en 2014, on voit que le Québec fait très piètre figure par rapport au Canada. Et c'était pour vous montrer les effets de notre régime. C'est assez frappant de voir qu'on est tout juste derrière les États-Unis et on fait encore pire que le reste du Canada en ce qui concerne les dépenses en médicaments per capita. Si on les regarde en dollars, ce sont les données de l'Institut canadien d'information en santé. Encore une fois, c'est assez parlant pour voir qu'au Québec, on n'est pas du tout un modèle à suivre en ce qui concerne les dépenses par habitant. Et je pense que M. Morgan a publié une recherche récente qui démontrait encore ça en 2017.
Et un autre graphique que nous avait montré Marc-André une fois nous montre que le Québec, en ce qui concerne la croissance des coûts aussi, de 2000 à 2012, notre régime qui a été établi en 1997 est loin d'avoir réussi à contrôler les coûts. C'est assez éloquent quand on regarde la courbe noire. On fait pire que tous les pays de l'OCDE, pire que le Canada. Donc, et ça, c'est ce qui a trait aux frais d'ordonnance, donc la problématique des pharmaciens. On voit que quand on regarde, ça c'était une statistique qui nous montre qu'on dépense 94 % de plus en frais d'ordonnance, donc en frais de pharmacien, que l'Ontario, par exemple, pour l'achat d'un médicament en particulier. C'était un exemple qui était donné par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Donc ça, c'est assez parlant aussi. Alors, on a ici des gens qui ont beaucoup documenté la problématique. Marc-André, M. Morgan. Je voulais juste montrer aussi une autre recherche qui avait été faite au Québec en 2014, qui avait été financée entre autres par le SCFP, qui nous montre qu'il serait possible au Québec, parce qu'on se fait souvent dire par nos politiciens, notre ministre de la Santé, que, écoutez, ça coûterait beaucoup trop cher d'instaurer un régime public d'assurance médicaments au Québec. On n'en a pas les moyens. On doit être rigoureux dans notre gestion des finances publiques. Et on avait tenté de faire développer une recherche qui nous montrait que c'était tout à fait possible d'instaurer un régime entièrement public d'assurance médicaments qui soit à coût nul pour le gouvernement et qui permettrait d'apporter en plus 300 millions de dollars dans la poche des Québécois. Donc oui, c'est possible. C'est fini. Alors, c'est tellement possible que depuis 2009, à l'Union des consommateurs, on travaille très fort sur cette question-là. On a démarré une campagne où on est allé essayer de ranimer le débat au Québec pour le remettre sur la place publique, puis ramener l'urgence d'agir sur cette question-là sur la base des problèmes d'équité et sur la base du contrôle du coût. Montrer qu'on pouvait régler à la fois les problèmes d'équité et amener tellement d'argent pour les finances publiques à mettre ailleurs dans notre système. Pour l'instant, on a fait beaucoup de présentations dans les groupes, on a recueilli des lettres d'appui, écrit des articles dans plusieurs publications sur la question. Et à l'heure actuelle, on peut dire qu'une bonne partie de la société civile, syndicale, groupes communautaires et plusieurs personnalités influentes sont embarqués dans le train et militent à nos côtés, militent sur leur propre base aussi beaucoup. Donc, c'est un dossier qui est largement repris par beaucoup d'acteurs importants au Québec, dont plusieurs acteurs syndicaux qui sont présents ici aujourd'hui aussi. Et je voulais aussi mentionner l'appui de M. Jean Rochon, qui était en 1997 le ministre de la Santé qui a mis en place le régime qu'on a actuellement et qui milite à nos côtés depuis plusieurs années pour revendiquer un régime 100% public. Donc, lui voit la nécessité que le régime évolue vers un régime universel d'assurance médicaments. Donc, c'est un appui qui est assez significatif dans la bataille au Québec. Je voulais aussi brièvement vous parler de la campagne de la Coalition Solidarité Santé, qui est notre coalition provinciale au Québec, qui mène une belle campagne depuis 2 ans qui s'intitule « Le remède aux coupures, ça existe ». Dans un contexte d'austérité au Québec où le gouvernement coupe dans plusieurs programmes et plusieurs dépenses, on voulait faire valoir le fait qu'un régime d'assurance médicaments 100% public pouvait permettre d'amener des sous au gouvernement pour mieux financer plusieurs de nos programmes, donc la santé, l'éducation et tout. Donc, c'est aussi une campagne qui est en ligne où il y a une lettre que les gens peuvent envoyer à leur député local pour essayer de faire pression sur chaque député, pour essayer de faire monter la problématique au niveau gouvernemental. Et on va commencer bientôt la phase 2 de cette campagne-là. Donc, on tiendra sûrement au courant nos alliés de la Coalition canadienne de la santé à ce sujet-là. Voilà. Je vous remercie. Julie, vous avez perdu votre première place parce qu'Elisabeth a aussi respecté le temps qu'on lui avait alloué pour sa présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu pourrais revenir sur la diapo du PMPRB?
I think, there's a slide that is a very important one. Il y a un diapo très important. Steve l'avait expliqué à un moment donné, l'idée que le régime québécois allait réduire les coûts pour le secteur public. Une façon de le faire, c'était d'organiser un système dans lequel les régimes privés paieraient beaucoup plus les frais de prescription, les frais d'ordonnance. Alors, l'image que vous voyez à l'écran, c'est pour le Lipitor. Le coût du médicament au Québec, même pour le régime privé, doit être égal au prix le plus bas qui existe au Canada. Alors, dans ce diapo, on voit que c'est le Manitoba, dans ce cas-là, pour ce médicament-là. Voilà le coût du médicament pour Lipitor générique. Et le reste, ben, vous voyez, c'est pour des régimes publics et des régimes privés, mais le reste, c'est ce qui est chargé, ce qui est demandé par les pharmacies pour les frais d'ordonnance. Et au Québec, vous voyez que c'est beaucoup plus élevé. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Mais c'est une façon que le gouvernement du Québec a trouvée pour financer cela. Il n'y a pas de transparence. On ne peut pas savoir combien vous payez pour les frais d'ordonnance dans un régime privé. Ça n'apparaît pas sur la facture, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'études. Alors, vous organisez un système pour s'assurer que les gens vont surpayer dans les plans privés et ensuite dans les régimes publics, ils ne payent pas ces frais-là. Alors, c'est complètement farfelu. C'est une façon d'organiser un système qui n'a pas de transparence et qui s'assure que les gens vont trop payer. On ne va pas pouvoir faire du suivi de l'évaluation. C'est complètement ridicule. Je voulais juste le dire. Il y a un projet de loi en cours là-dessus, justement. C'est pour obliger les pharmaciens à inclure le prix des honoraires qui changent sur la facture, ce qui pourrait être une façon d'améliorer un peu la situation, mais ce n'est pas non plus la panacée. Monsieur Nouveau. Oui, merci. C'est une question. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que j'ai compris dans votre présentation? Monsieur Morgan, le professeur Morgan, ce matin, a dit, et nous l'avons trouvé aussi à la Coalition de la santé du Canada, qu'il y a un argument qui dit qu'on devrait aller vers un régime comme québécois. Mais c'est assez débile en fait parce que les compagnies pharmaceutiques ont encore beaucoup de pouvoir. Donc, si on va vers un régime qui se ressemble au régime québécois, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, on aura d'abord pas d'amélioration pour le reste du Canada. Les questions, les enjeux d'inégalité, on va peut-être les empirer et on va certainement pas améliorer le contrôle des coûts pour le reste du Canada, si j'ai bien compris, parce qu'on voit qu'au Québec, c'est encore plus élevé que le reste du Canada. Et ensuite, en ce qui concerne la sécurité et faire des ordonnances sécuritaires, ça ne s'améliore pas. Donc, ça serait peut-être pire si on adoptait le système. Oui, je vais renforcer tout ce que Keith vient de dire parce que je suis venu au micro. Oui, essentiellement, d'abord, Elisabeth, merci beaucoup, parce que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on a des syndiqués, des universitaires, des chercheurs dans la salle. Ici présent aujourd'hui, on a un groupe de consommateurs, l'Union des consommateurs qui se lève pour défendre ces points. Alors, on a besoin de cela au Canada anglais aussi. Alors, je voulais vous montrer, je vous féliciter pour cela.
les coûts, l'accès, c'est très important, mais on ne répond pas à ces besoins dans le régime québécois. Ça rend les choses pires. Le défi, c'est qu'on va avoir des gouvernements qui ressentent une pression pour agir et ils vont peut-être empirer la situation en adoptant le régime québécois. Même si ça nous apparaît presque impossible de rendre la chose pire, ça pourrait se produire parce que ils ne veulent pas, les gouvernements au Canada ne veulent pas entrer en conflit avec les vrais intérêts, les intérêts des grandes entreprises pharmaceutiques. Alors, jusqu'au moment où on réussit à convaincre les gouvernements de faire cela, ils vont faire des campagnes de relations publiques, des petits changements qui font semblant d'être de grands changements. Alors, les leçons qu'on apprend du Québec, parce que j'ai assisté à beaucoup des réunions de la commission parlementaire, on parle beaucoup du Québec. Vous étiez là pour un peu démanteler cet argument-là. Alors, bravo. Mais on a tous les éléments en place, mais on n'a pas la volonté publique. Ça a été dit à plusieurs reprises, mais je vais le répéter, on a besoin de groupes de consommateurs qui travaillent avec les syndicats, qui travaillent avec les chercheurs, et il faut le faire avant la prochaine élection, et il faut aussi comprendre qui est notre opposition, qui sont nos ennemis. C'est pas seulement les grands pharmaceutiques. Ce gouvernement ne veut pas contrer les compagnies pharmaceutiques. Ils ont une très bonne relation avec eux et jusqu'au moment où on réussisse à les convaincre d'agir, d'avoir une vraie volonté politique, on n'aura pas de succès. Oui, j'ai une petite question. Ken Robertson d'Unifor à Oakville. Je vois, vous dites que c'est obligatoire, mais je vois que beaucoup de gens ne sont pas inclus dans ce régime. Je vois à la fin, vous avez le pourcentage 12% pour qui c'était pas abordable. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, ce 12%-là? Si c'est une couverture obligatoire, tout le monde devrait être couvert. Mais est-ce que vous venez de dire, peut-être j'ai manqué quelque chose, je suis désolé si j'ai bien manqué quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas couverts, même si c'est même si c'est un régime obligatoire. Oui, tout le monde est couvert, mais ce qui se passe, c'est que à cause des conditions dans le régime, pas tout le monde trouve les médicaments abordables. Surtout parce que les frais d'ordonnance des pharmaciens sont très chers. Alors même s'ils sont couverts, les gens n'ont pas accès aux médicaments. Voilà, c'est ça le problème. Absolument. Alors même un système obligatoire ne garantit pas l'accès aux médicaments. Voilà, c'est ça. Est-ce que nous voyons dans nos bureaux à tous les jours les gens qui viennent nous voir pour dire qu'ils accumulent des dettes pour pouvoir acheter des médicaments? Ils coupent leur pilule en deux pour que ça dure plus longtemps, tout ce genre de choses. Oui, je vais ajouter à cela, c'est 34%. 34%, c'est un taux très élevé dans le système public. C'est obligatoire dans le sens où tout le monde doit avoir une couverture privée. L'employeur doit offrir cette assurance-là. Alors, il y a des employeurs qui décident de ne pas offrir une assurance maladie et comme ça, ils n'ont pas besoin d'offrir une assurance médicaments. Alors, ce qu'on voit aussi, si vous travaillez pour un tel employeur et supposément vous devrez être enregistré dans le régime privé à la fin de l'année en faisant vos impôts, vous croyez être couvert par le régime public, mais là on vous dit vous devez tout rembourser parce que vous étiez supposé d'être couvert par un régime privé. C'est un problème très répandu au Québec. Oui, les gens préfèrent ne pas s'enrôler dans s'inscrire dans le plan privé de leur employeur parce qu'ils ont peur qu'après un an, ils vont être considérés comme les responsables de l'augmentation des primes de tout le monde dans ce milieu de travail. Alors, ils préfèrent ne pas prendre ce risque-là et de payer des frais plus tard dans leur déclaration d'impôt. Alors, vous voyez le problème, c'est très complexe en fait au Québec. Il y a des gens qui doivent trouver des façons de
de décider entre soit accepter ou prendre le régime privé de l'employeur ou de ne pas s'inscrire dans ce régime-là et de payer des frais plus tard. Vous voyez, c'est complètement ridicule comme système, ça ne marche pas. On m'a dit que vous êtes le dernier, alors allez-y. Chris Parsons de la Coalition de la Nouvelle-Écosse pour la santé. Avant de travailler avec la Coalition, je travaillais pour un syndicat d'étudiants et je participais à l'administration de ce régime-là pour les étudiants. Alors, j'ai une question sur le contrôle des coûts, mais je voulais le mettre en contexte parce que souvent on parle des employeurs. Nous, on n'était pas un employeur, mais notre régime marchait un peu comme le régime d'un employeur, c'est-à-dire on offrait des services à des étudiants, pas à des employés, mais c'est comme des employés, c'est des étudiants, et on négociait avec l'employeur pour avoir les meilleurs bénéfices pour eux. Et ce qui arrivait à tous les ans, à cette époque de l'année, on recevait une formulaire, on parlait avec notre agent, il nous donnait un rapport sur l'année précédente, pas l'année la plus récente, mais celle d'avant. Et il nous expliquait quels étaient les calculs, les formules pour arriver aux frais. Et nous, on pouvait dire, on est d'accord, ou au contraire, on veut réformer ou revoir le régime. Et souvent, c'était des augmentations de 5 à 10 par année. Et c'est pas exagéré. Et on se souvient que c'est des étudiants, alors en général, ils sont en santé, ils sont jeunes. Mais si on recevait un chiffre vraiment trop élevé et on ne pouvait pas revenir à nos membres avec ce chiffre-là, on essaie de gérer tout le volet des prix, contrôler les coûts. Mais contrôler les coûts, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire deux choses. D'abord, soit on réduit les services, ou, et ça c'est en coupant les services entièrement, c'est-à-dire tout un genre de pharmaceutique, de médicaments qu'on ne va plus couvrir. Par exemple, l'accès au vaccin HPV. On a vu une augmentation énorme pour ce coût-là. Alors, limiter l'accès à certains médicaments, enlever des services carrément ou augmenter le copaiement, le coassurance. Et si on augmentait le coassurance par 40% au lieu de 30%, par exemple, ça découragerait les gens. Alors, c'est une façon de contrôler les coûts. On diminue les services ou on enlève les gens du régime. On exclut des gens du régime. Ça, c'est un cas extrême. C'est-à-dire dire que les étudiants de deuxième cycle ne seraient plus inclus dans le régime. On n'a jamais utilisé cette façon de faire. Mais pour un employeur, ça serait de séparer, si on a plusieurs lieux de travail, les séparer dans différentes catégories ou des unités de couverture. Alors, tout cela pour dire que la seule façon dans ces régimes privés de réduire les coûts et de contrôler les coûts, c'est de réduire soit de réduire les services ou soit d'exclure des gens. Et je pense que ce qui est très vendeur, ce qui est très bien de dire quand on essaie de faire la promotion d'un régime national public d'assurance médicaments, c'est de dire qu'on va réduire les coûts et c'est ce que le Québec n'a pas réussi à faire. Alors, qu'est-ce que le modèle québécois nous enseigne par rapport au contrôle des coûts? Quelles sont les options dans un plan public, dans un régime public? Et c'est une question en fait pour tous les panélistes finalement. Et quelles sont les options dans le cadre d'un régime public qui permettrait de réduire les coûts sans exclure les gens du régime? Oui, dans le système actuel, non, dans un régime idéal, quels seraient les mécanismes, quels seraient les outils qui permettraient de réduire les coûts sans exclure les gens du régime carrément? Je ne sais pas si je comprends bien la question, c'est-à-dire que si on avait un régime public
d'assurance médicaments. Quels outils, quels mécanismes existeraient dans ce système idéal qui permettraient de contrôler les coûts, qui n'existent pas dans le système actuel, dans le système qui existe en ce moment? Vous me permettrez de répondre en français? Absolument. C'est tout le point de la campagne qu'on mène, c'est de montrer comment un régime entièrement public viendrait corriger tout ce qu'on a présenté aujourd'hui. Donc, tous les inconvénients d'un régime mixte qui sont vus comme des avantages pour certains, mais clairement, quand on regarde les effets sur la population, ça n'a aucun avantage sur l'accès, aucun avantage sur le contrôle des coûts. Donc, je pense que c'est tout le point de la campagne qu'on mène, c'est de montrer qu'un régime entièrement public viendrait corriger tous les problèmes de contrôle des coûts. Encore une fois, Marc-André le dit souvent aussi, c'est pas la panacée. Nous, on voit le régime entièrement public comme une locomotive. C'est-à-dire que c'est la façon d'y attacher plusieurs wagons pour avoir une meilleure façon d'admettre les médicaments sur la liste des médicaments remboursés, améliorer la sécurité des médicaments aussi. Donc, le régime entièrement public permet de mettre en place des mesures qui viennent corriger toute une série de problématiques qu'on vit à l'heure actuelle sur la sécurité des médicaments, sur le choix des médicaments remboursés, sur le contrôle des coûts, sur le meilleur accès, faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit mis de côté pour des raisons fallacieuses comme le fait qu'on ne veut pas que notre employeur sache qu'on a une maladie grave et nous mette à la porte l'année d'après. Donc, moi, la réponse la plus simple que je vous donne, c'est le fait que la campagne qu'on mène, c'est exactement pour les raisons qu'on a détaillé dans la présentation aujourd'hui. Un régime 100% public vient nous donner les outils pour corriger toute une série de problématiques. Mais effectivement, je pense que beaucoup des conférenciers de demain et tout vont pouvoir répondre à plusieurs des autres aspects. On a des spécialistes avec nous qui vont pouvoir compléter ma réponse. Thank you. We're just going to fix slides for 1 second while Jamie makes her way up. So this is the... Truly public. Dans un système public, ce qu'on peut faire, et ce qui n'est pas possible dans un système mixte, c'est de rembourser dans le cadre d'ententes avec des compagnies pharmaceutiques. Ce qui se passe autour du monde, c'est qu'on lie les prix aux tendances d'utilisation des patients. C'est-à-dire, on paye un prix très élevé au début, mais ensuite on négocie des prix plus bas si on ne voit pas des effets positifs dans la santé publique. Alors, dans le contexte du Canada, où on a un système parallèle, un système mixte, l'industrie ne devrait pas être en train d'avoir des profits quand il n'y a pas de bénéfices. C'est comme payer payer les entreprises ou les compagnies sans demander des résultats et des bénéfices pour les Canadiens. Les chercheurs n'ont pas l'étudié suffisamment de reconnaître que l'avenir du remboursement des coûts devrait être directement lié à la performance de ces médicaments. Et ce n'est pas du tout logique s'il y a une autre agence qui finance tout ce côté, tout ce volet-là du système de santé. Ça devrait être intégré, les médicaments devraient être intégrés dans ce système de santé. Bonjour, je m'appelle Jamie, je suis millénaire. Je fais partie de ce groupe, les millénaires pour la santé publique. Je suis vraiment ravi d'être ici parmi vous pour parler d'un enjeu très important auquel fait face notre système de santé. On m'a demandé de parler du modèle de la Colombie-Britannique. J'espère que les diapos vont bien fonctionner. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'argument suivant, que la Colombie-Britannique n'est pas un modèle pour un régime national d'assurance médicaments pour 3 raisons. D'abord, ça crée des obstacles à l'accès aux médicaments nécessaires.
Deux, il n'y a pas de protection financière contre le coût élevé des médicaments. Et trois, ça nuit aux objectifs en matière d'efficience, d'efficacité et de qualité dans les dépenses et dans la qualité des médicaments comme tels. Alors, avant de vous montrer les données, les preuves, on m'a demandé de donner une petite historique, l'histoire du modèle de la Colombie-Britannique et de son régime. Alors, au début des années 2000, la Colombie-Britannique, comme presque toutes les provinces à cette époque, avait un régime public d'assurance médicaments pour les aînés, ceux qui ont plus que 65 ans. Et ce régime s'appelait assurance médicaments pour les aînés, et c'était pour tous les aînés. Et ensuite, on l'a remplacé par un régime qu'on a nommé Fair Pharmacare, c'est-à-dire assurance médicaments juste, et c'était pour tous les aînés. C'était vraiment un changement très dramatique pour la Colombie-Britannique. Les aînés sont allés d'avoir une bonne couverture à une mauvaise couverture qui couvrant seulement les médicaments onéreux et des situations catastrophiques. Et bien sûr, on prenait en compte le revenu de la famille de l'aîné. Il y a plusieurs raisons pour l'introduction de ce régime. D'abord, un argument sur la justice. Ça, c'est Jim Pattison. Il est le PDG de la compagnie, de toute une série de compagnies, d'entreprises. Il était le quatrième Canadien plus riche avec une valeur de 8 milliards de dollars. C'est quoi le lien entre lui et l'assurance médicaments? Il a été utilisé comme symbole pour justifier les réformes apportées à ce régime pour les aînés. On a demandé aux contribuables de la Colombie-Britannique pourquoi est-ce que vous devriez payer pour les bénéfices médicaments pour Jim Pattison, qui est un milliardaire, un né milliardaire, et pas pour les aînés pauvres qui travaillent encore, qui n'ont pas pu prendre leur retraite. Alors, l'argument disait que ce ne devrait pas être une question d'âge, ça devrait être une question de revenus et de salaire. Alors, l'idée là, c'était passer d'un régime basé sur l'âge à un régime basé sur les revenus, allait vraiment créer un système beaucoup plus équitable et juste. On ne pensait pas seulement à Jim Pattison, en fait, au niveau politique. On pensait à d'autres enjeux. Par exemple, les dépenses en médicaments sur ordonnance qui allaient en croissance significative. On voyait des augmentations très impressionnantes. Et avec la population vieillissante, on voyait que le régime public devait payer pour plus de personnes parce qu'il y avait plus d'aînés, en fait, dans la population. Et c'était ça, en fait, la motivation principale pour les réformes. C'était pas tellement une question d'égalité et de justice, c'était plus une question de réalité fiscale et financière pour le gouvernement de la Colombie-Britannique. Alors, la structure du modèle de la Colombie-Britannique, j'espère que ça va répondre aux questions qui ont été posées plus tôt aujourd'hui. Ça, c'est la structure générale du régime. Alors, les familles et les individus sont responsables pour 100% des coûts des médicaments. Ils peuvent les payer de leur poche ou avec un plan privé, un régime privé, jusqu'à un certain point. Ça peut être de 0 à 3% du revenu. C'est ça la franchise. Et pour les gens à très, très faible revenu, moins de 15 000 $, c'est moins que cela. Mais pour la plupart des gens, c'est de 0 à 3% du revenu. Après qu'on a dépensé cela, le Pharmacare, l'assurance médicaments juste entre en vigueur. Et même après ce point-là, on est responsable pour 30% des coûts. Alors, vous payez 30% des frais d'ordonnance et vous le payez jusqu'à un maximum remboursable de 2 à 4% du revenu. Et c'est là que le régime public d'assurance
maladie entre en vigueur et couvre tout. Alors, vous voyez que c'est vraiment une question de situation catastrophique et de médicaments onéreux. Et c'est basé sur le revenu, ça on le voit très clairement. Ce sont des éléments caractéristiques de ce modèle de la Colombie-Britannique. Alors, vous voyez un résumé des bénéfices. C'est pas très important, les chiffres. C'est plus pour vous montrer la différence selon l'âge. Alors, ceux qui sont nés avant 1939 ont des co-assurances moindres. Il y a de moins en moins de personnes en Colombie-Britannique, bien sûr, qui sont nées avant 1939 et la plupart vont faire face au nouveau régime. Alors, vous voyez 0% pour ceux qui ont un revenu de moins de 15 000 $. Si vous voyez entre 15 000 et 30 000 $, ça va être de 30% et plus que 30 000 $. Il y a une franchise comme pourcentage du revenu de 3%. Alors, parlons de chiffres. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, prenons une famille moyenne en Colombie-Britannique avec un enfant avec un revenu de 76 670 $. Il y a une franchise de 2 250 $. Alors, avant cette franchise-là, il serait responsable pour 100% des coûts. Après cette franchise-là, il paye une co-assurance de 30% pour les coûts des médicaments jusqu'à un maximum de 3 000 $. Pardon. Alors, c'est des montants quand même significatifs pour les coûts de médicaments. Alors maintenant, prenons l'exemple d'une famille à faible revenu avec un revenu de 34 000 $. Ils ont une franchise de 1 000 $ avec une co-assurance de 30% jusqu'à un maximum de 1 350 $. Ce sont des chiffres quand même importants. Quand nous prenons en compte toutes les dépenses et les coûts pour une famille moyenne, et parce qu'on ne parle pas non plus des autres coûts liés, par exemple, la santé des yeux, le coût des dentistes, etc. Alors, ce régime catastrophique qui existe en Colombie-Britannique existe aussi à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse. Dans 3 autres provinces, l'Ontario et l'île du Prince-Édouard, on a un régime un peu comme le régime Trillium en Ontario. Ça se ressemble un peu à ce modèle. Alors, ce modèle a été copié dans d'autres provinces et c'est considéré comme un régime qui fonctionne et c'est pour cela qu'on m'a invité à vous le décrire ici aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe dans la mise en œuvre et quels sont les résultats et est-ce qu'on réussit à atteindre les objectifs? Alors, je vais vous parler précisément de cela, du rendement de ce modèle de la Colombie-Britannique. D'abord, je vais vous parler de l'accès aux médicaments, la protection financière contre les coûts très élevés et l'efficacité des dépenses en médicaments. Alors, commençons par l'accès. C'est ce principe que tous les Canadiens et Canadiennes devraient avoir accès aux médicaments sur ordonnance nécessaire. Steve a parlé de cela plus tôt ce matin. Quand on regarde le pourcentage d'aînés qui disent qu'ils n'ont pas accès aux médicaments à cause des coûts, alors qu'à la Colombie-Britannique, comparé à d'autres provinces, la Colombie-Britannique a une pire rendement et une pire performance comparée à, par exemple, à l'Ontario. Pourquoi? Parce que ces régimes basés sur le revenu obligent les familles de faire de grandes contributions. Ils doivent payer beaucoup dès la première ordonnance et ça devient très, très cher pour les familles. Les recherches publiées dans le journal de l'Association médicale canadienne ont trouvé que, comparativement aux autres provinces, les résidents de la Colombie-Britannique sont 2,5 fois plus susceptibles de signaler ne pas pouvoir payer les médicaments dont ils ont besoin en raison du coût. Et ça peut être lié à d'autres enjeux, bien sûr. Le logement est très, très cher en Colombie-Britannique, vous le savez, et cette étude démontre que la structure du régime de médicaments joue un rôle. There are
also many rigorous studies that were done on the effects of the introduction of Fair Pharmacare program on treatment. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites à ce niveau de cette question pour les personnes aînées. Et on a dit que sur les aînés souffrant de maladies respiratoires, dépression, infarctus du myocarde. Alors, ils avaient moins d'initiation d'utilisation par rapport au traitement après la mise en œuvre du régime équitable d'assurance médicaments. Alors, la recherche publiée par M. Morgan, qui a été très occupé cette année, les déductibles, en regardant il regardait les femmes, les gens qui étaient nés avant 1939 et des groupes dont il a parlé plus tôt, et il a regardé ensuite, comparé avec des femmes plus jeunes qui avaient, dans un cadre de régime équitable, qui affranchissait des taux plus élevés d'utilisation de médicaments d'appareils cardiovasculaires, l'augmentation de 15 des ordonnances exécutées par hypertension et l'augmentation de 13 des ordonnances exécutées pour le cholestérol. Vous pouvez le voir comme une relation. Les déductibles, on peut s'attendre qu'une partie augmente et l'autre partie baisse. Cette recherche montre que le modèle de la Colombie-Britannique offre que l'accès n'est pas tellement formidable. C'est lié avec d'autres études pour montrer que au niveau des frais, que si vous augmentez les coûts, vous réduisez l'accès. Alors, notre question, c'est de savoir qui devrait s'en servir. Non, mais c'est une question. Les gens refusent le traitement et donc s'il y a un événement important comme une hospitalisation qu'il faut payer comme société et ce sont les contribuables finalement généraux qui payent pour ces situations d'hôpitaux. Alors, pour la protection, c'est l'idée qu'aucun individu ou groupe ne devrait être désavantagé financièrement en raison de ses besoins en matière de santé. Une chose qui est très claire, après avoir la mise en place de l'assurance médicaments, c'est que le nombre de médicaments a baissé beaucoup. Le nombre de l'utilisation a baissé. Alors, dépenses en médicaments, par contre, montent. Et cette croissance c'était que les aînés payaient leurs médicaments personnellement par rapport aux gens de l'Ontario qui n'ont pas les mêmes frais à payer. Et ça, c'est un problème pour les aînés. Et ces montants ne sont pas insignifiants. On pourrait peut-être même dire que c'est peut-être qu'on puisse demander aux gens de payer davantage. Avec l'argument mais il y a une question d'équité ici. Alors, les gens plus chers, les gens qui gagnent plus cher payent une plus grande partie de leurs revenus. Et ça pourrait être accepté. Mais on voit que l'augmentation est beaucoup moins progressive qu'on croirait parce que les ménages à revenus plus faibles ont des besoins plus grands en matière de santé. Donc, même s'ils doivent payer un pourcentage moindre de leurs revenus, pour atteindre leur déductible, en moyenne, ils ont un plus grand besoin que les gens plus à l'aise. Et donc, ça nie un peu la productivité qui pourrait être intégrée dans ce modèle. Et, vous comprenez? En tout cas, c'est un argument contre le plan, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Une autre chose que je verrai, c'est de la recherche en 2001 qui a changé les chiffres, mais ça n'a pas changé vraiment. Ici, c'est que la nature catastrophique du modèle britannique semble indiquer que c'est idéal. Si on est malade, bon, mauvaise année, vous pouvez retourner à la moyenne et récupérer, mais c'est pas comme ça que les dépenses se font. Et pour les gens qui sont malades, ils dépensent beaucoup et les autres peut-être un peu moins. Voici une enquête de 2004 qui montrait que des gens qui dépensaient, 64% des gens étaient des grands dépensiers, plus que dans 2004. Alors, les frais médicaux, de médicaments, sont très forts. Alors, je pense que
demander aux foyers de payer une partie de leur revenu année après année, ça crée un problème financier énorme et oui, ça attaque finalement la situation même psychologique déjà. Alors, je vais faire une dernière note sur l'efficacité, sur l'idée que le coût des médicaments devrait être géré de façon à optimiser les ressources. Et ce qui est dit ici, c'est que les plans maintiennent une fragmentation, un éclatement que nous voyons aujourd'hui au Canada. Et cet éclatement, nous avons plusieurs joueurs, acteurs, et ça peut augmenter les frais d'administration, diminuer le pouvoir d'achat. Ça a été discuté aujourd'hui en divisant la population dans tous ces différents groupes. Et finalement, ça peut coûter plus élevé, il y a un coût plus élevé des médicaments et il y a des motivations moindres à gérer le coût des médicaments et à améliorer leur qualité. Donc, en résumé, pour revenir à ce que j'ai dit, je ne pense pas que le Colombie-Britannique est un modèle pour le régime national d'assurance médicaments. Et ça crée des obstacles à l'accès aux médicaments nécessaires, peu de protection financière contre les coûts élevés des médicaments et nuit aux objectifs en matière d'efficience et de qualité. Donc, comme je l'ai dit, ça nuit avec un système éclaté comme ça, ça nuit aux objectifs en matière d'efficience ou d'efficacité et de qualité. Vous pourrez peut-être dire, bon, la Colombie-Britannique n'est pas le modèle. Peut-être est-ce que c'est un modèle acceptable? Est-ce que c'est un pas vers quelque chose d'autre? Comme pour le modèle, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire entre-temps? Et moi, je dis non, ce serait un pas dans la mauvaise direction et que ça va réduire les bénéfices au niveau public. Et je pense que ça va être il devra y avoir plus de coûts payés par les secteurs privés. Ça va maintenir la fragmentation du système actuellement et ça va solidifier le rôle du gouvernement de dernier appel, mais qui peut rendre encore plus difficile d'avoir des assurances médicaments dans l'avenir. Je pense qu'il serait mieux, qu'il faut faire mieux que le plan de médicaments catastrophiques. Il faudrait se concentrer sur les options que nous allons discuter dans la prochaine journée, qui vont s'assurer que chaque Canadien peut avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin à partir de la première ordonnance qu'ils doivent compléter. Merci. C'est peut-être moi, mais je n'ai jamais compris comment la communauté en Colombie-Britannique, comment est-ce que le milieu de travail peut rentrer dans ce que vous avez présenté. Peux-tu nous parler un peu de ce que je pense que dont tu parlais? C'était le système public et les gens qui sont éligibles ou non pour le système public et combien ils doivent gagner afin d'avoir une certaine aide publique. Ce que je ne comprends pas, c'est que, alors, qu'est-ce que les syndicats négocient? Comment est-ce que le plan privé fonctionne là-dedans, tout ça? Alors, si vous êtes les gens qui ont des plans privés seraient inscrits pour le médicament sur ordonnance. Ce n'est pas que vous... parce qu'au début, il y a 100% des médicaments, ça peut être à travers des plans privés. Mais quand vous regardez l'Ontario, il faut que ça soit payé privément ou payé personnellement et non pas de partie d'un plan. Donc, on couvre encore certaines choses. Il y a des médicaments que le gouvernement, que le plan ne couvre pas. Et le gouvernement est là comme dernier accès pour payer. Mais les plans privés peuvent être tenus et en conjonction et ils aimeraient que ce soit le cas de façon que le gouvernement offre des bénéfices simplement lorsque on n'a plus recours. Alors, ce que j'ai dit, c'est que le plan de travail paierait les déductibles ou couvrirait des gens à partir d'un certain ou en bas d'un certain seuil de revenus? Comment le plan public couvre tout ce qui reste? Ou non, il y a beaucoup d'accords aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est
un marché de niche qu'ils ont. S'il y a les frais de médicaments doivent être obtenus des familles pour avoir accès aux médicaments sur ordonnance, donc, ou l'assurance médicaments. Donc, il faut couvrir exactement les choses que le plan ne couvre pas. Je voulais faire un commentaire. Tu as parlé dans ta présentation. Je suis très heureux de voir que vous avez la question d'efficacité de l'argent, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de cette question. Ça a toujours été l'augmentation des frais, c'est tout. Et c'est un point important. Vous avez mentionné la fragmentation. La fragmentation entre le plan médical et le plan médicaments. Nous avons absolument besoin d'intégrer la santé dans les produits, dans les médicaments. L'autre chose, c'est on a parlé beaucoup de l'acceptation financière. Je pense qu'il faut dire que les assurances actuellement ont un plus grand impact sur le copay. Et je pense que c'est le point important. D'où, s'il y a une contribution, et je serai contre, pour cette raison, mais s'il y a une contribution, il faut que ce soit à une base constante et non pas graduée. Merci. Oui, je pense que c'est très vrai, cette idée qu'on veut un groupe qui s'occupe de l'ensemble du système de santé. Et les initiatives pour les employeurs de s'assurer que leurs employés ne vont pas à l'hôpital, bien, ça ne les intéresse plus, les employeurs, parce qu'ils ne sont pas responsables des frais. Donc, l'intégration est très, très importante entre le système médical et le système des médicaments. Et même se parler entre systèmes et entre institutions. Comme tel, je voudrais répondre à certaines questions que vous avez. Ce n'est pas par hasard que le changement dans l'assurance médicaments de l'ancien modèle au modèle que nous avons actuellement a été fait en 2003. Et ça, c'est à ce moment-là où les libéraux ont commencé à faire des changements. Donc, quand nous parlons de volonté politique, c'était des très bonnes idées antérieurement. Et l'idée qui soutenait tout ça, c'était de enlever l'argent des grandes compagnies pharmaceutiques pour aider les gens. Alors, ayant assis à la table de négociation, vous êtes obligé de prendre une décision parce que c'est, comme quelqu'un d'autre l'a dit, il y a un frais pour avoir ces plans de santé. Il faut essayer de réduire ces frais. Une des façons que ça a été fait en 2012, nous avons rattaché notre contrat à l'assurance médicaments équitable parce qu'on prend les médicaments en obligeant aux produits génériques. Et ensuite, si la recherche montre que le médicament est efficace, etc., nous l'avons lié à la valeur thérapeutique de la maladie, du médicament. Mais c'était un changement dans notre démarche. Et avec nos membres, nous avons essayé d'expliquer ce qu'on faisait. Donc, il faut réduire les frais du contrat des soins prolongés, étendus, et dans la bourse publique. Des fois, il faut prendre une décision à cause du gouvernement que nous mettons en place et les changements qu'eux amènent. Et nous avons une élection qui s'en vient, donc on pourra en parler certainement plus tard, mais ce sont les décisions que l'on fait. Et quelqu'un a parlé plus tôt que nous avons l'occasion maintenant parce que les libéraux qui nous ont écoutés, il faut maintenant faire des changements pour essayer d'avoir une assurance médicaments universelle. Un autre commentaire, je pense que l'histoire de Jimmy Patterson est très importante dans ce débat parce que un des autres responsables, je pense à Bob Evans, mais je pense que c'est bon de faire appel à Bob Evans soit. Et il souvent parle de que chaque dollar dépensé dans le système, c'est un dollar du revenu de quelqu'un.
mais c'est également $1 de la contribution que quelqu'un fait au système. Et comment vous financez le système va déterminer des poches vont, cet argent va venir, de quelles poches les gens vont venir. Jimmy Patterson connaissait le programme d'assurance médicaments équitable. C'est le héros de ce programme. Il était très heureux que le gouvernement fédéral s'en serve comme modèle pour limiter les bénéfices, parce que ces réductions d'impôts excéderaient le montant d'argent dont il pourrait avoir besoin. Quand vous êtes les gens du 1 supérieur, ou le 1 de 1 comme Patterson, les conséquences de taxes fiscales sont énormes. Pour vous donner un exemple, on pourrait financer le système d'assurance médicaments en prenant 1 en demandant 1 de plus pour les gens qui gagnent plus que 5 Mais pour Patterson, 1 c'est autour de $10 000 par année. Jimmy ne payera jamais $10 000 pour ses médicaments, mais à 88, il n'aura pas beaucoup d'années de le faire. Donc, une des histoires dont il faut se rappeler, c'est que le cas contre l'assurance médicaments est un cas d'équité. Donc, une question de distribution équitable. Il va falloir travailler beaucoup pour essayer de trouver les récits pour amener les Canadiens à reconnaître qu'une contribution juste à l'assurance médicaments, c'est 1 des revenus de tout le monde, peu importe leur santé, ou 3 plutôt que 3 pour les gens qui sont malades. Oui, on va couper les questions. Il faut passer à d'autres choses. On est en retard à l'heure du jour. Mais je vais remercier nos conférencières beaucoup et merci de leur participation. Nous avons une autre personne qui veut intervenir avant que vous alliez souper.